Salut à tous, vous regardez Campus Channel, on est ensemble pour 40 minutes de chat décomplexé avec l'ESCP Europe pour le master spécialisé Innover et Entreprendre. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Marc Fournier qui est le responsable du master et Pierre Liduena qui est diplômé. Ils attendent vos questions, on commence tout de suite avec le pitch. Vous êtes prêts ? Absolument. Vous avez 1 minute chrono, c'est parti. C'est parti. Donc le master spécialisé Innover Entreprendre à l'ESCP, qui est un master qu'on a mis en place il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, qui a pour particularité d'associer la pédagogie et la pratique. Et c'est ce mélange entre les deux qui fait vraiment la spécificité, la capacité à amener des projets d'un morceau de papier à une réalisation. Et je pense que les chiffres parlent pour nous. On a plus de 120 sociétés qui ont été créées. On a une vingtaine de promos qui sont sortis. On a véritablement su apprendre à nos étudiants à se lancer. Et on a 75% de nos étudiants chaque année qui montent leur société. Très bien, vous êtes parfaitement dans les temps. On passe au face-à-face. Continuez à nous envoyer vos questions. Elles s'affichent juste ici. Allez la régie, on envoie la première question. Peut-on arriver en entretien d'admission avec une vague idée de start-up et l'affiner par la suite? Alors oui, c'est possible. Les gens qui viennent, ils n'arrivent pas forcément avec une idée. Donc la plupart, ils sont quand même motivés par l'entrepreneuriat, donc ils ont une idée de base. Mais cette idée, elle est challengée tout au long du master. Et en fait, on essaie de faire sortir les meilleures idées. Toi, par exemple, comment ça s'était passé pour toi? Moi, j'étais venu au master avec, j'avais une idée. Et après les cours de Venturing Machine, donc c'est les cours où on challenge les idées, elle n'est pas ressortie. Donc du coup après on s'est mis en groupe et on a essayé de trouver d'autres idées et on a développé une idée donc d'objets connectés qu'on a mené jusqu'à la fin du master. Et du coup tu peux m'en parler, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est quoi cet objet connecté? Du coup c'était un verre connecté, donc à disposition donc, des personnes âgées. Donc on avait monté ce projet et donc voilà, donc après donc, ce projet s'est monté. Et moi, par contre, je suis parti en stage et j'ai monté une autre société après. Donc, je ne faisais pas partie de la première vague des personnes qui montaient. Mais si vous êtes assez motivé, vous pouvez quand même monter une boîte après parce que durant le master, vous avez obtenu tous les réflexes pour monter une boîte. Et ta boîte, du coup, s'appelle comment? Donc, c'est une boîte, on assure les vélos. Donc, elle a été montée donc, depuis 2015. Et donc, actuellement, on est 8 et on a à peu près 2000 clients actifs. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de donner plusieurs exemples de boîtes, mais pour revenir à la question, quand on arrive à l'entretien d'admission et qu'on vous dit « j'ai pas d'idée précise, mais je suis attiré par l'idée de l'entrepreneuriat », Aucun problème. Alors par contre, le vrai sujet, c'est je suis attiré par. En fait, l'entrepreneuriat, pendant les entretiens d'admission, on va faire en sorte qu'on va poser des questions pour être sûr que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, mais c'est quelque chose d'émotionnel. Et quel type de questions vous allez poser? On va justement bouger un peu le candidat, on va essayer de bien comprendre la motivation. C'est pas tant, oui, bonjour, j'ai lu des bouquins sur l'entrepreneuriat, c'est voilà ce que j'ai déjà fait dans ma vie, je sais que je veux être entrepreneur. Pour nous, l'entrepreneuriat, c'est une vocation et on est là pour faire éclore et transformer cette vocation en réalité. Ça peut pas être rationnel. On peut pas se dire voilà, j'ai été salarié, ça m'a pas convenu, je veux être entrepreneur parce que j'y trouve mon compte pour telle raison. Il faut qu'il y ait une vocation, il faut qu'il y ait une flamme, il faut que cette passion soit animée du candidat. Parce que sans ça, vu la difficulté de ce master, vu la difficulté d'entreprendre de manière générale, sans ça, c'est très difficile de se relever. Et donc, on est vraiment à la recherche de candidats, pas tant qui ont des super idées, parce que ça, on apprendra à les développer ensemble, ces super idées. C'est surtout des gens qui sont très motivés et qui ont la foi et la motivation et la passion de l'entrepreneuriat. Ok. Vous pouvez prendre la question suivante. Qui sont vos étudiants? Études, âge, proportion hommes-femmes. Alors, les études, on a des gens de toute formation. On a grosso modo un tiers d'ingénieurs, un tiers d'école de commerce, et puis un tiers autres. Et dans autres, on trouve quoi? Vous pouvez trouver des architectes. Cette année, il y a des juristes. Dans ma promo, il y avait aussi des juristes. Oui, des pharmaciens, des médecins. On a vraiment de tout. Et le autre est vraiment très important. En termes d'âge, ça donne quoi? La moyenne d'âge, c'est entre 24 et 25 ans, à peu près. Pour le recrutement, donc, ça s'adresse principalement aux personnes qui ont fait un M2.
Ok. Mais vous avez aussi des gens qui ont fait un M1 avec une expérience professionnelle. Et je crois qu'il y a entre 20 et 30% des personnes qui font ça suite au M1, sans forcément avoir une expérience pro. Ok, et la moyenne d'âge, 24 ans, la fourchette est large, et la fourchette est assez large, Ouais. Ça peut aller de 23 à les 22 pour vraiment les plus jeunes, mais c'est vraiment assez exceptionnel. Et puis on a déjà eu des candidats qui avaient plus d'une trentaine d'années, 30-35 ans. Ok. Voilà, donc le range est assez large, la moyenne est autour d'effectivement 25-26 ans, C'est ça, je pense. dans notre promotion, il y avait un ancien militaire qui avait 32 ans et qui avait travaillé aussi chez EDF, etc. et qui voulait du coup, voilà, il avait un peu la fibre entrepreneuriale, il avait déjà fait de l'entrepreneuriat chez EDF, donc voilà, il voulait lancer sa société, quoi. Et il a réussi? Il a réussi, j'ai plus trop de contacts, je crois, il me Je ne peux semble. pas te répondre. Et, Ok, bon, on ne sait pas. Et pour la proportion homme-femme, qui était la dernière partie de la question? Et alors on a de plus en plus de femmes, donc on est Ça veut dire que vous n'en avez pas beaucoup? Si, on n'est pas encore à la parité. On a Ouais. quelques promos plus récentes qui sont quasiment à la parité. Et en moyenne, on est grosso modo 2 tiers hommes, 1 tiers femmes, Ok. avec une proportion de femmes qui augmente chaque année. Voilà. J'ai vu que vous demandiez le TOEIC ou le TOEFL. Un bon niveau d'anglais est-il vraiment indispensable pour intégrer l'EMS? Ne vaudrait-il pas mieux sélectionner les candidats pertinents sur la pertinence de leur projet? Alors, tu veux répondre? Tu veux que je fasse? Que Euh, je m'occupe? Le TOEFL, en fait, ce Ouais. qu'il y a, c'est qu'il y a deux parties. Donc, il y a la partie donc des dossiers et des admissions, et il y a surtout la partie orale. Et le plus important, c'est quand même la partie orale. Mais c'est-à-dire, vous ne faites pas de sélection sur dossier avant l'oral? Si. Alors, la sélection est assez large parce qu'il y a à peu près entre 130 150 dossiers par an. On envoie à peu près 80 à l'oral et c'est des promos de 30 étudiants. Oui, mais même Donc, si l'oral est important, il faut quand même y arriver. et le oral est important. Et le TOEFL, c'est au niveau du dossier que vous le regardez. Et on regarde ça au niveau du dossier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des cours qui sont en anglais, pas tous les cours, mais on peut avoir des cours en anglais. On a un voyage également qui se fait à San Francisco, donc le niveau d'anglais doit être suffisant pour au moins converser, faire du business en anglais. Voilà, donc c'est pas tant une question de notes, c'est une question de capacité de suivre les cours. Mais de fait, vous regardez les notes pour savoir si le niveau est suffisant. Absolument. Qu'est-ce que vous appelez un niveau suffisant? Il faut être courant en anglais, il faut parler couramment anglais, il faut être capable de suivre un cours, de pouvoir avoir la conversation. Je n'ai pas un chiffre précis à vous donner au niveau du TOEFL, mais on vérifie. Et d'ailleurs, l'entretien, il y a une partie qui se fait en anglais. Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser un dossier pertinent à cause du niveau d'anglais, à cause d'un score TOEFL trop bas? Alors l'avantage, c'est qu'on ne refuse pas de dossier, puisqu'on est là juste pour accepter des étudiants. On n'est pas un pré-incubateur, on n'est pas un accélérateur. Et Non, donc, mais je veux dire, est-ce que vous avez dit non, ce dossier, je ne le verrai pas à l'oral? alors on a déjà dit non à un étudiant qui ne parlait pas du tout anglais. Ça, on a déjà dit non à un étudiant, mais pas à un dossier, parce qu'on ne regarde pas les dossiers. Pardon, là, je crois que la question est par rapport à la pertinence de leur projet. Et donc, on n'est pas là pour juger les projets, on est là pour être sûr que les gens sont motivés. Oui, voilà, mais ma question, c'est comme vous regardez le TOEFL au niveau du dossier, Oui. si vous avez un bon dossier par ailleurs et un score TOEFL faible, est-ce que cette On personne... recevra, voilà, on est-ce qu'il va les jusqu'à verra à l'oral. On les verra à Ok. l'oral et on leur parlera en anglais à l'oral. Ok, et vous vérifiez ça à ce moment-là? Absolument. Ok. Absolument. Mais la vraie étape, c'est l'oral. Ok. L'EM Lyon et l'ESSEC proposent aussi des masters spécialisés en entrepreneuriat. En quoi vous différenciez-vous? Pourquoi as-tu choisi l'ESCP? Alors, je vais te laisser choisir l'ESCP. Alors, si ça n'a pas changé, l'UM Lyon, c'était très court. Et les SEC, ils étaient en alternance. Donc, ils étaient en alternance 3 semaines, donc du coup en entreprise, et 1 semaine du coup à l'école. Et moi, je trouvais plus pertinent d'intégrer un master où en fait, on a pour vocation de lancer son propre projet. On ne travaille pas forcément pour une boîte. Et l'investissement en fait en temps et en travail, il est tellement énorme qu'on ne peut pas faire autre chose. Donc, le fait d'avoir un master où vous avez la moitié des cours et tous ces cours sont orientés sur votre projet, c'était vraiment quelque chose d'essentiel si vous voulez lancer à la sortie. C'est la même chose à l'ESSEC, l'alternance se fait dans son entreprise, dans sa start-up ou dans celle de ses associés. Après, il y en a, par exemple, ils font l'intrapreneuriat. Voilà, donc ça ne me semblait pas très pertinent. Le fait de rester, enfin plutôt le fait d'être challengé tous les jours, je trouve, sur son projet, d'avoir des cours de manière complète, ça me paraissait bien plus pertinent. Donc on a cours tous les jours ici.
À l'ESCP, oui. Alors justement, ça, je crois que c'est important de Oui. le signaler, parce qu'il y a aussi C'est un programme temps plein, ouais. HEC qui propose aussi un master en entrepreneuriat. Le master à l'ESCP, c'est véritablement un temps plein, pas juste en nombre d'heures de cours, mais en intensité. C'est-à-dire que, grosso modo, de fin septembre jusqu'à fin mars, les étudiants doivent être complètement mobilisés sur le master. On ne peut pas avoir d'emploi à côté, on ne peut pas avoir d'autres startups à côté. Il y a une grosse densité de cours et il y a énormément de travaux en dehors des cours, de groupes qui sont mis en place. Et donc, il y a autant à apprendre avec la promo qu'il y a dans les cours eux-mêmes. Donc, grosse intensité. Et donc, c'est différent. Voilà, je crois qu'il y en a un du côté de l'EM Lyon est peut-être plus scolaire. Voilà, celui de l'ESSEC, effectivement, est en alternance. Celui d'HEC est plus en mode bras droit d'entrepreneur, de dirigeant. Là, on est sur une logique 50% pédagogique, 50% pratique. Avec la cerise sur le gâteau, c'est qu'on veut que tous nos étudiants puissent lancer leur société à la sortie du master ou plus tard. Ok. Projet Spot. Vas-y, Zdas. C'est une bonne question. J'en ai aucune idée. Vous savez pas ce que c'est? Non. Ça doit être sur votre site si la question arrive avec des guillemets comme ça. Il faut que je me remette si la personne peut m'aider. Bon, si la personne peut en dire un peu plus sur les projets Spot. Absolument. Vous faites quel type de projet si on élargit un petit peu? Donc, si on élargit un peu, alors, donc, il y a... Est-ce que c'est le projet, est-ce que pour vous le projet, c'est uniquement le projet entrepreneurial ou est-ce que vous les faites aussi travailler? Vous disiez à l'instant, on travaille en mode projet, voilà. Ça veut dire quoi? En fait, ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit le squelette et chaque promo fait tout ce qu'il faut mettre autour du squelette. Et donc, on donne le cadre de travail et chaque promo est différente et chaque promo amène le master dans un endroit différent à chaque fois. Et il y a la partie pédagogique et le fil conducteur, c'est le projet sur lequel travaillent les étudiants. Mais en dehors de ce fil conducteur, il y a plein de projets, je pense, qui sont spots, qui permettent d'apprendre à aller faire des ventes, qui permettent de parler à des entrepreneurs. On a les CEO Talks, par exemple. Il y a un certain nombre de projets qui sont organisés avec les différents profs, qui sont plutôt spots, c'est-à-dire qui sont plutôt sur des points très très précis pour apprendre. Et tout ça sous le couvert du fil conducteur qui est le projet choisi par l'entrepreneur. Pierre, alors est-ce que tu peux nous parler d'un projet qui t'a particulièrement marqué? On ne peut pas tous les citer, mais un projet spot, donc apparemment. Un projet spot. Il y avait je pense que c'est le nouveau nom des bootcamps. Donc nous, on devait ramener de l'argent. Donc par exemple, on avait 24 heures pour essayer de ramener de l'argent. Donc au master. Là, c'est à vous de trouver en fait. Et à vous trouver comment gagner le maximum d'argent d'un minimum de temps. Je me souviens que par exemple, ceux qui avaient du coup gagné, qui étaient arrivés à faire le plus, s'ils avaient appliqué une stratégie toute bête, ils avaient appelé des incubateurs, ils avaient livré là-bas des petits déjeuners, donc ils avaient précommandé, etc. Ils avaient attendu d'avoir l'argent et puis après ils avaient monté le projet, ils étaient allés. Et en moins de 24 heures, ils avaient ramené 500 ou 1000 euros, je ne sais plus. Donc en fait, c'est plutôt de challenger comme ça, challenger l'esprit et essayer de voir du coup comment on fait par exemple sur ce sujet-là de ramener de l'argent en un minimum de temps. Ok. La question suivante, peut-on ne pas aller en voyage d'études et avoir ainsi davantage de temps à consacrer à sa start-up? Ce serait un peu bête de ne pas y aller. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, là-bas, vous arrivez dans la Silicon Valley. Et en fait, tout devient palpable. En fait, toutes les grandes boîtes que vous voyez, vous êtes un peu immergé dedans. Et en plus, vous allez visiter en fait donc ces grandes entreprises, mais aussi vous allez visiter des entrepreneurs là-bas qui ont décidé de s'installer et qui partent vraiment de rien et qui essaient de monter leur société. Et voir tout cet écosystème et avoir cette vision un peu d'ensemble, même si c'est très rapide parce que c'est qu'une semaine, ça vous permet quand même de vous immerger et de voir ce qui se passe. Et en principe, on vient super motivé de là-bas. Okay. Donc c'est très important d'y aller et ce serait bête du coup de ne pas se dire bon, on met une semaine entre parenthèses et on va pas... C'est vrai que la question du temps c'est important quand on monte sa boîte. C'est crucial, mais ce qui est encore plus important que le temps, c'est la capacité de prendre du recul, ce qui permet de prendre des raccourcis, de comprendre des choses un peu mieux. Donc avoir le nez dans le guidon,
super, mais il faut surtout être capable de sortir le nez du guidon et avoir la big picture. Et un voyage comme San Francisco, et l'année prochaine, on va aussi avoir un voyage à Berlin. En plus En plus. C'est une manière de voir le monde différemment. Donc en fait, c'est pas du tout une perte de temps, c'est un gain de temps de voir d'autres choses, d'apporter d'autres cultures et d'apporter plus d'eau à son moulin. Et les frais alors de transport, de logement sont inclus? Tout est inclus dans les frais de scolarité du master. Et en Berlin fait, aussi. là aussi, on fournit donc l'hôtel et le billet d'avion. Et ce sont les étudiants, c'est le groupe de travail San Francisco, Berlin, qui mettent en place tout ce qu'il faut pour les rencontres avec les startups, les Google, les Apple, Tesla. Le voyage est absolument magique. Vous y allez aussi? J'y suis allé. J'ai habité là-bas plusieurs années. J'ai passé 5 ans dans la Silicon Valley, donc je connais bien. Mais j'ai pas eu un étudiant en 20 ans qui soit pas revenu avec des étoiles plein les yeux. Donc voilà. Donc non, c'est pas possible. Alors on va faire une petite pause dans les questions et on passe aux 3 mots max. Le 3 mots max, c'est 3 mots maximum pour définir leur programme et à chaque mot, un argument. C'est à vous. Donc le premier mot que j'ai choisi, c'est adversité. Je crois que c'est un master dans lequel on va chercher au plus profond de soi. Donc on est vraiment dans une logique transformationnelle et ça c'est quelque chose de très important pour le master. Okay. Deuxième mot, c'est un nom propre. Je suis sur Christophe Colomb. Je pars de quelque part et je ne sais pas forcément où j'arrive et je découvre un continent. Et ça, je crois que c'est quelque chose de magique et qu'il faut absolument garder. Et puis le troisième mot, c'est pragmatisme, parce que dans tout ça, dans ce rêve et autres, c'est beau de rêver, mais c'est encore mieux de pouvoir toucher ce rêve. Donc on essaye véritablement d'allier pragmatisme et rêve et aventure. Super, merci beaucoup pour ces 3 mots et je vous laisse passer à la suite des questions. En vous basant sur votre expérience, quels sont les postes essentiels au bon développement de la start-up ? Allez, vous nous faites une petite masterclass en direct. Ça va dépendre du quel type de start-up on monte. Globalement, les développeurs, ils sont importants. Okay. Donc, il faut savoir développer, il faut savoir en soi-même un peu coder. Je pense quand on est fondateur. Est-ce que c'est appris, c'est quelque chose que tu as appris dans le master, coder ? On nous l'a fait connaître, oui, pour ceux qui ne savaient pas. Donc, on avait des cours de bootcamp qui sont animés par Le Wagon, qui fait donc les bootcamps de code à Paris. Et après, je pense qu'il faut pousser ça un peu plus loin. Il faut se donner une rigueur et essayer d'apprendre ça. Okay. Le code, c'est vraiment important. Les business développeurs, ils sont très importants. Avoir des gens qui savent vendre dans la boîte. Donc, de manière générale, tout le monde doit savoir vendre, mais il faut vraiment aussi des experts là-dessus. Donc là, tu cites comme point essentiel des personnes à recruter, en fait. C'est la à question, la fois les développeurs et les business. Les postes essentiels. Et les business développeurs, voilà. Ou alors après, c'est peut-être sur l'équipe. Est-ce que dans l'équipe de départ, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce que dans le master, on vous apprend à recruter ? Est-ce que c'est inclus ou est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as appris après ? Alors, on nous apprend, il y a un module de RH qui nous apprend à recruter. Après, apprendre à recruter, faut le faire en fait. Donc, faut apprendre à faire passer des entretiens à des gens. Faut savoir comment on fait passer des entretiens. Faut savoir sur quoi les challenger. Savoir suivant quel type de profil, les questions à poser, ce que vous attendez ou pas des gens. Et savoir aussi si les gens que vous allez recruter, ils ont la culture de la boîte ou pas. Et est-ce qu'ils sont capables de la rejoindre. Parce que chaque start-up ou chaque société, il y a une certaine culture en fait qui est transmise et qui dépend du coup des fondateurs. Et est-ce que cette personne est en adéquation ou pas ? Il faut voir ça aussi. De votre point de vue à vous, ce que vous avez transmis et ce que vous avez conçu dans le master, c'est quoi l'essentiel pour vous de l'entrepreneuriat ? Le cours ou les cours qui vous semblent essentiels ? Je crois qu'il y a un certain nombre de cours et vraiment, depuis le début, depuis qu'on a créé ce master, l'idée vraiment, on se dit oui, il y a la théorie, mais il faut mettre en pratique. Et oui, il y a des cours de comptabilité, mais il y a aussi l'expert comptable qu'on fait venir, qui lui n'est pas du tout prof, mais il a des cicatrices partout et il arrive avec le classeur rouge, le classeur vert, et puis il dit voilà comment on organise le premier jour. Et donc, ce passage-là est extrêmement important là-dessus. Moi, je crois que, est-ce qu'au niveau recrutement, ça dépend des sociétés, ça dépend des postes qu'on cherche genre le type de société qu'on cherche à créer.
le plus important, c'est que le ou les fondateurs, fondatrices, doivent véritablement être capables de porter le projet et d'être les premiers vendeurs. Une fois que vous avez ça, le reste suit derrière. Ok, très bien. Je vous laisse passer à la question suivante. Pourquoi devrais-je investir 18 500 € dans une formation plutôt que dans ma boîte? Super question. Tu veux tenter ou Je pense que le master, il évite de faire beaucoup d'erreurs. Et je pense que le temps que vous allez gagner à ne pas les faire, justement à ne pas faire d'erreurs, c'est peut-être là où est le retour sur investissement. Parce que si vous n'avez pas les automatismes et les déclics, vous pouvez rapidement perdre beaucoup d'argent. Et en fait, en soi, apprendre si votre projet n'est pas viable, apprendre si votre idée n'est pas bonne et savoir après vers où l'orienter pour arriver à générer de la valeur, ça c'est très important, quoi. Et est-ce qu'on ne peut pas faire ça dans un incubateur aussi? J'ai pas côtoyé les incubateurs. On n'est pas incubé. La question à vous, alors. Mais je sais pas, peut-être. Mais le rôle de l'incubateur et de l'accélérateur, c'est vraiment de faire en sorte que le projet éclot le plus vite possible. L'idée de l'ESCP, c'est de créer un socle qui soit réutilisable, quel que soit le projet. Et on le voit dans la diversité des projets qui ont été créés par les étudiants. Ça va de la crêperie jusqu'à la société à plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires en applications mobiles. Donc on a vraiment, sur tous les continents, en Asie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe. Et donc, ce qui est plus important pour nous, c'est que tous les outils soient bien appris, bien acquis, parce qu'ils sont réutilisables, quel que soit le cas de figure. Un accélérateur, un incubateur a une obligation de résultat, quelque part, dans ce qu'il cherche à faire, alors que nous, notre obligation, c'est d'être sûr que les étudiants repartent avec les bons outils. Voilà, donc il y a une logique avant tout pédagogique, même si elle se réalise en société, tant mieux, mais c'est avant tout ce socle pédagogique qu'on cherche à apprendre. Ok. Alors, si 50% des diplômés créent leur entreprise, que font les autres? Alors, ça aussi, c'est une bonne question. La statistique, c'est que 50% des étudiants créent leur société en sortant du master. De ces 50% qui ne créent pas, il y en a 50% de ceux-là qui créent dans les 3 ans. Donc typiquement, c'est des gens qui ont besoin d'un peu de ressources d'argent, par exemple, qui vont travailler dans un grand groupe et qui repartent derrière. D'autres qui font un stage avant de créer leur société. Donc c'est 50% à la sortie et 50% derrière. Donc dans les 3 ans, 75% des étudiants ont créé leur société. Sur les 25% restants, c'est en très très grande majorité des gens qui restent dans le domaine de l'entrepreneuriat. On les retrouve dans des incubateurs, des accélérateurs, dans des fonds d'investissement. Il y a peut-être 6-7 anciens aujourd'hui qui sont dans des fonds d'investissement de la place. Voilà, l'intrapreneuriat aussi est un sujet qui passe. Donc on ne les compte pas dans les entrepreneurs, mais ce sont des gens qui retournent dans des grands groupes et qui créent des unités à l'intérieur des groupes. Et le conseil, pas du tout? Et le conseil, très peu. Très peu. Très peu de gens vont dans le conseil. Alors, il y en a, mais je pense que c'est minoritaire. Ouais, c'est tout petit. Si on regarde sur ta promotion, quelles entreprises ont été créées à la sortie des gens que tu connais, avec qui tu as gardé contact? Du coup, il y a Oxivia, donc le verre connecté. Il y a les plombiers Gentleman, donc qui font de la plomberie sur Paris. Il y a WeProve, qui fait de la certification en fait pour tout ce qui est constat, etc. via une app, donc il marche bien. Qui on a d'autres? On a... Vous pouvez l'aider si vous voulez. En fait, après il y en a plein sur moi, les pros, mais des grosses boîtes, par exemple vous avez WizEvents, vous avez eu Lemon Curve, vous avez Cread, une agence digitale. Alors ça c'est dans l'ordre historique. Ouais. Voilà, dans l'ordre historique. Là, j'en ai cité 3-4 qui étaient avec qui j'ai encore des contacts. Ça c'était juste dans ta promo. Voilà, c'était juste dans la promo. Et après effectivement, il y a le kiosque, il y a... je crois que là, il faut mieux retourner au site, mais il y a plus de 120 sociétés qui sont actives aujourd'hui. On ne compte pas celles parce qu'il y en a qui vont au tapis et qui se relancent derrière. Et puis, il y en a qui se vendent, donc ils se font racheter par des grands groupes.
Donc on a tous les différents cas de figure et aujourd'hui c'est 120 sociétés actives et des anciens, il y a presque 500 dans les anciens. Et ça aussi c'est quelque chose d'important, c'est que comme ils sont tous passés par le même processus, le même master, ils ont vécu les mêmes choses, ce sont des gens qui partagent énormément. Donc en tant qu'entrepreneur on est souvent seul. Et là, il y a des anciens qui sont là pour t'aider, pour aider, pour faire en sorte que tu as besoin d'un coup de main, tu as besoin d'un conseil, tu as besoin de faire un prototype, un POC. On est là pour toi. Ok. C'est quoi le pré-incubateur académique accessible sur concours? Ça remonte un peu, tu es diplômé de... Je suis diplômé de 2015 en fait, 2015, donc il y a pas mal de choses qui changent. Le pré-incubateur académique. Ça vous dit rien? Si, il y a Ouais, vas-y. Non, mais il y a un certain nombre d'incubateurs et pré-incubateurs disponibles à l'ESCP et qui permettent justement d'accélérer son dossier, son projet post-master. Puis il y a un incubateur, il y a la Blue Factory aussi. C'est peut-être à ça qui fait référence, donc qui incube des projets en fait de l'ESCP et qui permet en fait du coup d'un peu les couver le temps qu'ils démarrent. Et toi, tu disais, tu n'as jamais eu affaire à un incubateur? Non, jamais. Comment ça se fait? En fait, j'ai fait du coup mon stage avec deux personnes avec qui après donc je me suis associé. Donc ils avaient déjà des locaux, etc. Et c'est des personnes qui sont plus âgées que moi. Donc ce qui m'a en fait permis du coup d'avoir des connaissances du coup d'entrepreneuriat vu qu'ils ont eux-mêmes monté des sociétés. Okay. Donc c'était voilà, il n'y avait pas trop d'intérêt à aller dans un incubateur. Enfin, je l'ai senti comme ça. Donc on a nos propres locaux, on a notre propre culture et on a tous les gens du coup qui sont en interne. On n'est pas dans un open space. Voilà. Et la plupart de vos étudiants passent par un incubateur ou pas? Pas forcément. Non. Pas forcément. Ouais. Il y en a qui y vont, il y en a qui y vont pas. Il y a de tout. Il y en a qui se sentent très seuls et donc ont envie d'avoir un entourage autour. Et puis il y en a d'autres qui se sentent très entourés, au contraire, montent leur société directement. Donc il n'y a pas de vérité là-dessus. Par contre, il y a aussi accès à des locaux. Donc souvent, ils vont dans des incubateurs, soit d'écoles, celui de l'ESCP, mais aussi d'autres, au pluriel, écoles, qui sont très contents de pouvoir les recevoir. Donc il n'y a pas d'échange ni financier ni capitalistique, mais ça permet d'avoir des locaux pour se lancer, recevoir une salle de réunion. Donc c'est plus en ça que nos étudiants vont que la recherche même d'outils, puisqu'ils ont pour la plupart reçu les outils qu'il fallait. Okay. A-t-on réellement des opportunités de rencontre avec des business angels? Alors je vais dire un peu ça tient qu'à vous, mais durant le master jusqu'au prix Innover Entreprendre en fait, il n'y a pas vraiment de rencontres qui se font. Là c'est plutôt le fait de monter le projet et de le challenger pour qu'il soit mature auprès de quelques mois et où après là vous avez quelque chose à montrer. Et c'est quoi le prix Innover Entreprendre dont tu viens de parler? Le prix Innover Entreprendre, c'est à la fin du coup du process du master, donc à la fin de la scolarité. Et donc là, on présente tous les projets du master développés sont présentés du coup à l'ESCP devant un public assez large, donc de 300 ou 400 personnes. Et du coup, un prix est décerné au meilleur des projets. Il faut savoir que chaque année, il y a aussi une personne, donc un parrain qui vient. Donc par exemple, mon année, c'était le fondateur de Parrot et qui vient et du coup pitch un peu, parle de sa société, de son aventure entrepreneuriale. Et c'est surtout un message à destination des étudiants voilà, avant de se lancer. Mais du coup, c'est pas vraiment des business angels, c'est plus un concours avec un parrain qui fait un discours? Non, et après, du coup, vous avez peut-être l'opportunité de rencontrer des business angels après la sortie. Parce que sur votre site, c'est écrit « Rencontre avec des business angels ». Non, mais ou alors il y a beaucoup de sollicitations au niveau des business angels qui veulent s'intéresser au projet. Donc il y en a un certain nombre justement au prix Innover Entreprendre dont parlait Pierre. Il faut voir que là j'ai récupéré les statistiques, j'ai regardé ma fiche rapidement. Vous avez triché. J'ai triché un peu parce que je voulais avoir le chiffre exact, mais on a levé à peu près 60 millions d'euros. À travers du business angel et de fonds d'investissement. Donc les business angels font partie intégrante de l'écosystème du master. Et quand vous dites on a levé, ça se passe comment? C'est un étudiant qui vient vous voir, je voudrais entrer en contact avec un fonds d'investissement, comment ça se passe? De tout, alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on met tout le monde un peu sous
couveuse pendant le temps du master. C'est qu'on ne veut pas qu'il y ait d'échanges avec des gens extérieurs qui viennent solliciter, parce qu'on reçoit énormément de sollicitations, d'offres d'emploi, de stages, etc. Donc en tant que directeur du master, je fais en sorte que les étudiants soient protégés de ça pendant le master. Et le dernier mois, donc au mois de mars, quand la réalité ou la sortie du master arrive, là, je fais passer les offres d'emploi, les offres de stage et tout ce qui va avec, et également les demandes de business angels pour faire des partenariats, pour regarder les dossiers, etc. Donc il y a un certain nombre de business angels qui viennent au prix Innover Entreprendre et qui peuvent investir dans les dossiers. Et ensuite, après le master, parce que mon rôle n'est pas seulement pendant le master, mais les anciens, je les vois tout le temps. Quand ils sont en levée de fonds, parce que mon autre activité, c'est aussi de gérer un fonds d'investissement, donc je connais plutôt bien le secteur. Et ça permet ils viennent me demander des conseils. Tiens, j'ai un tel fonds d'investissement, tel investisseur qui veut rentrer chez moi. Qu'est-ce que tu en penses ? Et voilà, donc il y a tout un suivi dans l'écosystème derrière. Ok. Alors, on continue dans un sujet sérieux puisqu'on passe à la question experte. La question experte, je vous laisse la lire. Ok, donc question experte, si vous deviez proposer une définition de l'innovation en une phrase. Allez-y. Mais non, en une phrase, je pense que l'innovation, c'est avant tout la capacité de voir quelque chose de tous les jours, mais de le voir différemment. Et à partir du moment où on a cet œil différent, on innove. Et donc, on peut prendre des choses très traditionnelles, changer quelque chose, et tout d'un coup, on est au bon moment, au bon endroit, avec la bonne technologie. Ça, c'est de l'innovation. Et puis, le grand public attend toujours, en termes d'innovation, l'idée que personne n'a eue. Et je dirais que 90% des startups, 95% des startups, ça ne vient pas de là. C'est surtout le quotidien qu'on est capable de changer. Est-ce qu'il faut avoir ça avant d'intégrer le master ou est-ce que ça aussi vous pouvez leur transmettre ? Ça, on transmet, on montre justement comment on peut voir des choses différemment. Pierre parlait justement tout à l'heure d'exercices que l'on fait. Il parlait de lever de l'argent, mais il y a aussi des exercices de brainstorm, des capacités d'accoucher des choses sur papier, etc. Et donc, on essaie de montrer aux étudiants, voilà, tu es face à un mur. Qu'est-ce que tu fais ? Et je crois que l'innovation, c'est de trouver l'astuce, parce qu'un entrepreneur, il innove tous les jours. Il est face à des problèmes tous les jours. Et donc là, c'est ça l'innovation, c'est la capacité de voir les choses différemment. Toi, comment ça s'est passé tu as maintenant une start-up. Qu'est-ce qui t'a semblé le plus utile en fait par rapport à l'entrepreneuriat dans ce que tu as appris pendant le master ? En quoi ça t'a été utile ? C'était apprendre un peu à mettre un peu en perspective en fait toutes les tâches qu'on fait au quotidien et aussi juger ou pas de ce qui est utile ou pas et essayer de voir là où il faut appuyer quand quelque chose marche. Je pense que c'est ça et puis aussi voir si ce qu'on fait a un sens ou non. C'est-à-dire en gros comment est-ce qu'on fait pour bâtir de la valeur, comment est-ce qu'on va par exemple innover pour bâtir de la valeur et par quel chemin on va passer. Je pense que c'est ça. Et ça passe par quoi ? Tu as un projet, un cours à me citer en exemple ? Par exemple, il y a un cours d'innovation qui est animé et où donc là on nous challenge nos idées et puis on essaie d'en faire éclore par exemple le meilleur et du coup là c'est pas mal parce qu'on nous challenge nos idées et on nous dit ah oui mais ça regarde c'est pas viable pour telle et telle raison et puis on essaie de voir si en changeant comme dit Marc un paramètre ou un autre on arrive à passer la barrière et à voir quelque chose qui peut marcher quoi. Ok. Allez-y. Pourriez-vous nous parler du contenu des cours ? Waouh ! Il y a plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? Vaste sujet. Donc, je pense qu'il y a donc la partie pédagogique. Je crois que ça, c'est dispensé par des professeurs de l'ESCP. Et là, on touche aussi bien aux ressources humaines, à la comptabilité, au marketing, au juridique. L'idée, c'est de mettre en avant toute la palette utile à un dirigeant de société, et ça, c'est dispensé pour les professeurs de l'ESCP. Et puis, il y a tout le volet pratique, sur lesquels, finalement, on reprend un certain nombre de cours
sauf qu'on le voit sous un angle complètement différent. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple du comptable. Donc, on a un expert comptable qui vient et lui, il n'est pas là pour parler de comptabilité. Bizarrement, il est là pour raconter de manière concrète toutes les erreurs qui ont été faites. Et en disant, bah voilà, il suffit que tu fasses ça pour démarrer et ça fonctionne. Donc il y a un côté extrêmement pragmatique à la chose. Il y a dans ce côté pratique également tout ce qu'on appelle le venturing machine, qui est une logique de brainstorm, parce que ça c'est quelque chose qu'on fait relativement mal en France. Et donc là on a la capacité de prendre une feuille de papier et de lancer des idées dessus. Et donc on apprend à faire ça aux étudiants. Et ça, c'est important pour trouver les prochaines idées, mais également pour régler les problèmes auxquels, là où les sociétés ont à faire face. Et puis, il y a un troisième volet qui est celui du e-track, qui est celui où j'enseigne avec Xavier L'Orphelin. Et là, la logique du e-track, c'est de véritablement être pragmatique. Comment bien identifier le problème, trouver la solution du problème et décliner ça en produit qui peut être vendu. Sur les cours, ça a l'air assez dense. Oui. Quand est-ce qu'on travaille sur sa boîte en fait? En dehors. En dehors des cours, donc effectivement, c'est dense. Donc ça se fait le soir, ça se fait le week-end, ça se fait les jours où il n'y a pas cours. Voilà, c'est tout un ensemble. On travaille aussi pendant le cours, donc on fait des points de passage pendant les cours pour être sûr que les projets sont bien suivis, donc qu'il y a au moins un filet de sécurité qui est là. On essaie de faire de sur-mesure pour chacun des projets. Donc les cours s'adaptent en fonction des projets sur lesquels travaillent les étudiants. Ok. Voilà. Ok. Ça te va comme réponse? Très bien. Non, si, c'est ça, ouais. Je vais te laisser passer à la suivante parce qu'on a peu de temps malheureusement. Pourquoi seulement 71 startups créées par vos anciens alors que le MS existe depuis 99? Alors, donc 71, je sais pas. Donc on a dit 121 plutôt. Il faut mettre à jour votre site internet d'ici. Ouais, c'est marqué 71, c'est pas bon. Et globalement, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui lancent parce que ça fait 20 ans. Donc si vous comptez 2-3 personnes par projet, c'est-à-dire que la plupart des gens se lancent en fait. Oui. Donc non, c'est à peu près ça, c'est à peu près les chiffres. Est-ce que vous restez en contact aussi une fois diplômé? Est-ce que vous connaissez? En fait, il y a une institution, on va dire, qui est montée qui s'appelle le MSIE Connect. Donc en fait, où tous les anciens sont connectés via donc, ce MSIE. Donc ça passe par Facebook, mais aussi par le réseau des anciens qui se fait naturellement. Et en fait, on s'aide beaucoup entre nous. Et parce que tout le monde monte une boîte de quelque chose et si vous avez un problème, vous pouvez forcément trouver de l'aide ailleurs. Et les gens répondent? Et les gens répondent. Oui, c'est vrai, vous pouvez avoir des rendez-vous assez facilement, vous pouvez être aidé très facilement. Il y a vraiment un esprit de famille. Et comme disait Marc, il y a par exemple des anciens qui travaillent dans des fonds d'investissement. C'est des personnes qu'on peut solliciter, qu'on peut aider si on veut rencontrer des business angels. Donc voilà, c'est vraiment une grande famille, quoi. Okay. Et pour rectifier les chiffres, on doit être, à mon avis, pas loin de 180 créations, dont 120 sociétés en vie aujourd'hui. Voilà, donc le 61... 120 qui n'ont pas périclité, qui sont toujours ici. 120 qui sont aujourd'hui en vie, et je crois que ça représente plus de 1700 collaborateurs. Voilà, donc de sociétés. Après, il y en a qui ont périclité ou vendu, voilà, ou fusionné. Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Okay. Alors effectivement, l'entrepreneuriat, c'est un mode de vie. Effectivement, c'est écrit sur le site. Est-ce que ça veut dire qu'on doit dire adieu à sa famille en intégrant ce MS? Ça dépend. Non, mais il faut travailler beaucoup. Et donc, on dit un peu adieu à sa famille? Non, il n'y a pas besoin de dire adieu à sa famille, mais c'est un engagement. Et puis, de toute façon, l'entrepreneuriat lui-même est un engagement. C'est des longues heures, c'est des heures qui sont intenses. Tout le monde s'imagine que c'est la liberté. Oui, c'est une forme de liberté, mais c'est aussi un commitment envers ses clients, envers des réalités, des obligations. C'est le site internet qui ne marche plus comme par hasard, c'est toujours le dimanche après-midi. Donc, il faut retourner bosser. C'est le client qui dit, tiens, je viens à Paris à telle date et c'est le moment où on allait faire autre chose, etc. Donc, l'entrepreneuriat de manière générale et particulièrement, c'était un véritable
engagement, c'est une passion, c'est une vocation, et il faut l'avoir. Je reviens aux premières questions des débuts de cet entretien. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre de manière forte. Après, chacun gère. On a des étudiants qui sont pères de famille, mères de famille, et qui ont un conjoint conciliant. Et qui ont un conjoint conciliant et qui arrivent à tout gérer. Donc après, c'est une question d'organisation. Ok. Alors, ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble, mais je vais vous laisser quelques mots de conclusion si vous souhaitez ajouter quelque chose. T'essayes du coup, un peu. Non, ça va. Le master, c'est vraiment une aventure. On peut vraiment beaucoup s'impliquer dedans et ça peut donner vraiment beaucoup de réflexes pour apprendre à monter une boîte. Ça permet énormément de faire gagner du temps. Donc ça, c'est pas négligeable, hein, le temps. Donc voilà. Et je pense que d'une manière générale, c'est quand même une aventure. Et rentrer aussi dans toute cette famille donc du master et du MSIE, c'est quand même une très grosse plus-value. Parce que ça peut vous donner des contacts et ça peut vous aider à rencontrer des gens que vous pensez peut-être ne jamais rencontrer, quoi. Ok, et pour vous? Et très rapidement, moi j'encourage tous ceux qui veulent vivre une aventure à venir nous voir. Voilà, je pense que chaque année est différente, chaque promo est différente, chaque étudiant est différent, entrepreneur est différent et à chaque fois c'est des aventures différentes. Et si je continue à enseigner, c'est parce qu'il y a cette notion d'aventure, il y a cette excitation permanente. Et voilà, donc je crois que c'est ça qui résume au global le master, c'est cette passion et cette notion d'aventure. Super. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. À plus.